était à la recherche de 400-450 kilos d'uranium enrichi, quelque part caché, dissimulé dans les montagnes iraniennes, et d'éventuels commandos américains, israéliens, qui partiraient à sa recherche. Si vous vous souvenez, déjà pendant la guerre des 12 jours au mois de juin dernier, il y avait des rumeurs comme quoi le régime avait fait déplacer l'uranium. On avait vu... Il y a eu des leurres. Voilà, des leurres, des camions, etc. Ça m'étonnerait beaucoup qu'ils aient gardé sur place, à côté d'Ispahan, sous les montagnes, ces réserves d'uranium. Et puis, par ailleurs, les troupes au sol, il faut voir, parce que il y a aussi une historique, un commando américain en 1980 qui a été donc abattu, si vous voulez, c'est les une hélicoptères. des plaies pour les Américains. Voilà, et donc ça m'étonnerait beaucoup qu'ils puissent, à moins que les tops israéliens aient une information très précise. Jusqu'à présent, elles ne sont pas mauvaises, les informations des Israéliens. On a pu voir les résultats. Qu'est-ce que vous en pensez de cette opération? D'abord sur l'uranium, et puis on parlera du pétrole après. Déjà c'est la suite de ce qui n'avait pas été fini au mois de juin. On avait dit déjà à l'époque que les bombardements, ça ne suffisait pas. Ensuite, ça prouve qu'effectivement, à part une intervention au sol, on ne voit pas tellement comment on pourrait récupérer ces kilos-là. Les localiser... Bon, si le renseignement israélien est bien infiltré, comme il le dit, ils doivent peut-être avoir un peu pisté les affaires. Cela étant dit, c'est techniquement, enfin militairement compliqué, parce que c'est pas le tout d'envoyer des troupes, mais c'est surtout après il faut les rapatrier. Et ça, c'est compliqué. En admettant que toute l'opération se passe bien, le matériau en soi, je crois que ça n'a pas un volume considérable. Hein, c'est l'équivalent d'un coffre de camionnette. Une camionnette. Une camionnette, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est pas l'essentiel. Mais pour Donald Trump, c'est probablement un élément important. Parce qu'il avait mis, je dirais, ça en avant dans les motifs d'intervention contre l'Iran. Il y a 2 jours, il a dit d'ailleurs, cette guerre, c'est pour sauver le monde. Et il faisait la liaison entre le nucléaire et le monde. Et il y a une échéance, on parle toujours des midterms, il y a aussi le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis qui arrive, et il aimerait bien avoir une victoire symbolique à ce moment-là. Alors, bon. Et surtout que là, on parlait d'indépendance. Ouais. C'est vraiment l'outil, le cœur de l'indépendance nationale iranienne. C'est-à-dire que ce stock d'uranium enrichi, ça dépasse même, ça transcende même la question presque du régime. C'est pour ça que ça va pas être facile, à mon avis. Et qu'à mon avis, il va avoir en face de lui des gens qui vont vouloir défendre. C'est comme un trésor, si vous voulez. C'est l'objet. Et d'ailleurs, ce qui est paradoxal, c'est que la semaine dernière, le diplomate omanais qui était en négociation avec les Américains et les Iraniens a annoncé que les Iraniens avaient accepté le principe de sortir ce stock d'uranium enrichi par la négociation. C'est celui qui s'est trompé, puisque moins de 24 heures après, les Américains et les Israéliens frappaient l'Iran. Non, je parlais du diplomate omanais. C'est lui. Oui, mais vous avez raison, il était question que les Russes il était récupéré de la négociation. Ouais, mais quand il dit ça et quand il annonce ça, il pensait calmer tout le monde, et puis patatras, quelques heures plus tard, les Américains attaquent. Et alors, l'homme du renseignement nous dit quoi sur cette opération? Sébastien Regnault a raison, c'est le trésor iranien, c'est la chasse au trésor. Alors attention, il y a beaucoup d'opérations d'intoxication autour de la localisation éventuelle de ces 400 kilos d'uranium enrichi. On est pas mal intoxiqué sur la question de la montagne de la Pioche qui revient en permanence. On parle aussi des tunnels périphériques de Fordo et de Natanz qui n'ont pas été touchés. Ce que suivent plus précisément les services de renseignement américains, la NSA notamment, c'est des mouvements de forces spéciales qui pourraient être amenés justement à protéger ce trésor. Et notamment dans les monts Alborz, il y a 2 unités qui sont très suivies. L'unité Takavar, unité de montagne, une force spéciale de montagne des GRI, et puis l'unité dite NORAD, les léopards de Dieu, qui sont les chasseurs alpins en fait iraniens et qui pourraient être amenés à protéger ce trésor. Alors après, il y a des leurres. Hein. Il est possible aussi que les Iraniens sont très forts pour ça. Vous savez, ce sont des joueurs d'échecs. Hein. Donc ils peuvent très bien faire un sacrifice d'un côté pour opérer d'un autre côté. Et voilà, sur la diagonale du fou, en fait, on trouvera les 400 kilos d'uranium enrichi. Et pour sauver peut-être le régime. Esther, il y a une deuxième opération, alors peut-être plus faisable, hautement importante et, on va dire,
stratégique à laquelle pourraient être mêlés les services israéliens et américains. Une île en tout cas méconnue de tous. Elle se situe à une vingtaine de kilomètres au large de la côte sud-ouest de l'Iran, dans le golfe Persique. On va la voir s'afficher donc sur cette carte. Son nom, l'île de Karg, sauf que ce lieu est loin d'être un lieu touristique. Il est aujourd'hui l'un des sites les plus stratégiques au monde. C'est ici que se trouve le principal terminal d'exportation de pétrole iranien. Selon le média américain Axios, près de 90% des exportations de pétrole brut de l'Iran transitent sur cette île. Mais vous allez me dire, en quoi est-ce stratégique? Pourquoi? Eh bien, principalement parce qu'il est parfaitement conçu pour l'amarrage de gros pétroliers. Il possède notamment des quais adaptés. Et puis également, sa localisation à proximité du détroit d'Ormuz fait de cette île un point stratégique insoupçonné. En clair, c'est le poumon iranien. Merci. Le poumon économique iranien. Bah oui, on avait compris, bien évidemment, c'est même un enjeu stratégique. On est avec Edouard Kuckerman, merci beaucoup, ancien négociateur de l'armée israélienne et porte-parole de cette même armée. Quand on parle renseignement, en général, on s'adresse à vous. Est-ce qu'on est dans l'intoxication? Est-ce que les choses sont tout à fait possibles? Et est-ce que, pour le moment, et on partira aux États-Unis dans quelques instants, on discute entre services d'éventuelles opérations? Alors, on partait, je ne sais pas si vous nous avez entendu, mais des 400 et quelques kilos d'uranium enrichi qu'il faudrait trouver. Et puis de cette île également pour pouvoir récupérer et avoir la main sur la production de pétrole iranien. Oui, je ne suis pas dans les discussions qui ont lieu entre les services de renseignement israéliens et américains, mais il y a eu quand même un signal important hier soir, c'est quand les Israéliens ont attaqué les centres pétroliers iranien, il y a un signal qui est très fort parce que ça veut dire qu'on s'attaque plus seulement aux infrastructures militaires de ce régime et non seulement aux leaders de ce régime, mais on attaque également ce qui finance ce régime, c'est-à-dire le pétrole et le gaz. Et ça, c'est un changement majeur. Je pense que si on abat les dirigeants et qu'on abat des infrastructures militaires, on l'a vu comme l'opération a eu lieu en juin, que le régime des Mollahs est capable de reconstruire et de refinancer ces organisations terroristes qui travaillent par procuration pour le régime des Mollahs. Là, à partir du moment où on stoppe le financement de ce régime, on est dans une situation bien plus compliquée, puisque à la fois l'armée iranienne dépend de ce financement. Il est clair qu'il y a une corruption très forte dans ce régime et qu'à partir du moment où les sources de financement sont stoppées, il y a vraiment une vraie débâcle sur la capacité de ce régime de maintenir leur opération et leur façon de déployer, d'investir dans de nouvelles infrastructures pour l'avenir. C'est également un moyen d'être un catalyseur pour faire un changement de régime beaucoup plus rapidement. Donc même si je ne connais pas les opérations spécifiques qui sont ciblées à court terme, il est clair que ce qui s'est passé à partir d'hier soir donne un signal très fort sur les objectifs de l'armée israélienne et américaine. Est-ce à dire que la prise de l'île de Karg, par exemple, ou éventuellement la recherche de cet uranium, et on le disait en plateau, c'est un joyau pour le régime iranien, ce serait une façon d'accélérer la chute du régime en place? Il est clair que le fait qu'il n'ait plus accès à ces pétrodollars, ces dollars issus du gaz, va accélérer la chute de ce régime. Et il est clair aussi que même si il y a de l'uranium enrichi à 60%, si vous n'avez pas des centrifuges et des infrastructures, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Si vous n'avez pas des missiles qui ciblent les pays environnants ou qui peuvent également cibler à long terme les États-Unis ou l'Europe, il est clair que toutes les menaces iraniennes coulent à l'eau. Donc on est dans une situation aujourd'hui, presque toute l'infrastructure militaire, l'armée de l'air, la marine, les missiles, les bases sol-air ont été détruites. Et maintenant, si on arrête le financement, on peut dire que l'armée de ce régime ne sera pas capable de menacer qui que ce soit dans l'avenir. Juste une petite question, une dernière question sur cette éventualité, cette collaboration possible des services américains et israéliens. On ne va pas se raconter d'histoire. Est-ce que c'est envisageable ou est-ce que c'est quelque chose de dangereux? Est-ce que le poids du passé ferait qu'on pourrait ne pas penser à faire ces opérations, envoyer des commandos d'élite
en plein cœur de l'Iran pour pouvoir réaliser des missions qui sont vitales? Vous savez, pour nous, le risque iranien, qui est un risque existentiel, puisque l'Iran menace la destruction de l'État d'Israël depuis plus de 40 ans, c'est un risque où notre opération en Iran n'a pas démarré d'hier. On sait que beaucoup des opérations qui ont été menées grâce à des services de renseignement locaux qui ont coopéré, qui nous ont permis de détruire les leaders de ce pays, à la fois en juin et maintenant. Il est clair qu'il y a une coopération très étroite, comme il n'y en a jamais eu, entre les États-Unis et Israël sur cette opération. Maintenant, je pense que c'est une décision de politique de Trump s'il veut mettre ou pas, comme il dit, des troops on the ground. Mais c'est du côté israélien, on ne peut pas rester avec une menace existentielle sur le territoire iranien. Donc on fait tout ce qui est possible pour neutraliser cette menace. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est clair, le message est clair depuis hier. On attaque les infrastructures énergétiques pour se débarrasser de ce régime et pour permettre surtout à la population locale de pouvoir prendre le contrôle de leur propre pays. Merci beaucoup, Édouard Kuckerman, d'avoir été avec nous. C'est toujours passionnant que de vous écouter. Effectivement, les gardiens de la Révolution, sous votre contrôle, détiennent un peu plus de 60% de l'économie du pays. Absolument. Et notamment ce flux de pétrole. Quand Israël a dit, et les Américains aussi, il y a encore quelques jours, on rentrera dans la phase 2 de cette guerre avec des éléments jusqu'à présent pas encore vus. On va partir aux États-Unis. On va retrouver Marion Russell et Éric Josset à Washington. Bonjour, merci à tous les deux. Marion, écoutons ensemble ce qu'a dit le président Donald Trump sur l'envoi justement de ses troupes pour finir le travail. Dans quelles circonstances enverriez-vous des troupes au sol ? Je ne veux même pas en parler maintenant. Je ne pense pas que ce soit une question appropriée. Vous savez, je ne vais pas y répondre. Est-ce que cela pourrait arriver ? Peut-être pour une très bonne raison. Il faudrait une très bonne raison. Et je dirais que si nous faisions cela, ils seraient tellement décimés qu'ils ne seraient même plus en mesure de se battre au sol. Marion, vous la connaissez, cette très bonne raison. Et puis, je voudrais peut-être reparler d'images que l'on a vécues, regardées, commentées hier ensemble, les cercueils de ces 6 soldats, les premiers morts américains de cette guerre. Est-ce que tout cela peut peser sur la décision du président d'envoyer ses troupes sur le sol ? Eh bien oui, forcément, parce que ces images, elles ont été scrutées notamment par la société américaine et par tout le champ politique, une société américaine qui pour l'instant est plutôt opposée, a du mal à comprendre les objectifs précis de Donald Trump pour cette intervention militaire en Iran. Alors forcément, le président Donald Trump espérait aussi peut-être, en étant présent à cette cérémonie, un élan patriotique, un ralliement au drapeau. On va voir ces prochains jours, eh bien, si c'est le cas. Mais le président, eh bien, il va avoir besoin d'aller convaincre l'opinion publique s'il veut pouvoir envoyer des troupes au sol, ou en tout cas avoir le soutien des Américains là-dessus. C'est peut-être aussi pour ça qu'il est prudent, qu'il a usé de plusieurs revirements sur cette question de l'envoi des troupes au sol. Et là, on l'a entendu il y a quelques secondes, il dit qu'il faudrait une très bonne raison. Cette très bonne raison, ça pourrait être également, vous l'avez évoqué, le contrôle du stock d'uranium, mais aussi le fait de pouvoir faire changer le régime iranien de l'intérieur, parce que des rapports, notamment des renseignements américains, eh bien, ont alerté que des frappes aériennes uniquement, eh bien, cela serait peut-être insuffisant pour faire tomber ce régime, qu'il faudrait des troupes à l'intérieur, en tout cas un renversement depuis l'intérieur pour que cela puisse être vu. Et Donald Trump, même s'il n'a pas exprimé que le changement de régime était un objectif de cette guerre, eh bien ça fait plusieurs jours qu'il affirme qu'il doit avoir un impact pour le choix du futur leader iranien. Et en l'état, on peut imaginer qu'il envoie par exemple des forces commando ou des forces spéciales pour pouvoir appuyer éventuellement une révolte de l'intérieur. C'est en tout cas ce qui se murmure dans les médias américains. Merci beaucoup Marion, merci Éric Josset. Très intéressante cette analyse, changer à la fois la population. Et si vous êtes d'accord, on peut revenir sur ce que nous disait à l'instant Édouard Kuckerman, sur cette deuxième phase, c'est-à-dire le pétrole, le gaz, privé, non pas l'Iran, mais le pouvoir actuel iranien d'argent. Oui, alors sur l'île de Kark, j'y crois pas trop, enfin je vois pas trop l'intérêt, parce que c'est 30 millions de barils, mais bruts, destinés essentiellement à l'exportation, donc à 80-85% pour la Chine.
Le détroit d'Ormuz est fermé. Il y a 5-6 supertankers pour la Chine qui sont passés depuis 8 jours seulement. Je vois pas trop l'intérêt parce que ça coupe pas en fait l'approvisionnement en carburant que l'on peut consommer pour l'Iran. C'est une valeur de 2,4 milliards de dollars, si j'ai bien compris. Mais c'est un joyau. Mais non, ce serait plus, plus symbolique qu'autre chose. C'est plus symbolique qu'autre chose. Mais c'est important le symbole. Pendant la guerre Iran-Irak, les Irakiens avaient bombardé cette île. Parce qu'il y a quand même un intérêt. Ça avait un intérêt pour eux. Mais là, effectivement, ce qui aurait de l'intérêt pour les forces spéciales, pour reste, ça serait peut-être de contrôler par rapport au détroit d'Ormuz. C'est peut-être là qu'il y aurait des opérations à mener. Parce que c'est notamment là, sur les rampes de missiles qui menacent et puis les bateaux. Et sur cette opération, on en voit les images. Elle date de ce matin. Nous sommes à Téhéran, dans la banlieue de la capitale iranienne. L'idée de frapper au portefeuille, on va résumer ça comme ça. Est-ce que c'est une bonne idée ? C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que les objectifs militaires sont atteints la semaine dernière. Maintenant, on passe aux objectifs beaucoup plus sur l'énergie, enfin sur tout ce qui relève de l'énergie. Mais dans ce que je disais, le système de réciprocité fait que les Iraniens vont faire pareil de l'autre côté. Mais est-ce qu'ils ont les moyens de faire pareil ? Vous avez vu, il y a encore des missiles qui sortent tous les jours, en fait. Quelques missiles quand même. Quelques missiles, mais des drones encore. Quelques drones. Voilà, c'est ça tout le problème. Et je crois qu'il faut avoir les yeux rivés un peu sur le cours du baril de pétrole, parce qu'il est à $90, il peut être à $110 à la fin de la semaine prochaine, à ce rythme-là. Et puis plus le conflit durera, c'est un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure, plus le conflit durera, plus ça ira vers l'avantage des Iraniens et à défavorable des Américains, parce que si vous voulez, l'opinion américaine... C'est pas ce qu'ont l'air de penser, c'est assez extraordinaire, c'est pas ce qu'ont l'air de penser les Américains et les Israéliens. Cette idée est contre-intuitive, mais parce que je pense que l'impact que pourra avoir un baril, je vous dis, ça peut monter à $150 si les Iraniens n'ont pas fait tout ce qu'ils avaient prévu de faire encore. Le détroit d'Ormuz n'est pas fermé, ils ont simplement menacé les bateaux de pas passer, parce que sinon... Je crois que les Chinois ne sont pas vraiment d'accord pour le détroit d'Ormuz. Voilà, c'est ça. Mais je peux dire qu'ils peuvent encore monter en grade. Les Chinois d'ailleurs qui fournissent une aide substantielle à l'Iran. Et tout le risque, ce serait que le baril s'enflamme et qu'il y ait des répercussions sur la population MAGA qui, elle, est plutôt... Je crois qu'il y a un consensus là-dessus, qui comprend pas ni les objectifs, ni la justification. Enfin, il y a quelque chose de pas clair là-dedans. Grégory Phillips, il va les envoyer, ces boys, Donald Trump, ou est-ce qu'il se contentera d'équipes plus réduites ? Encore une fois, on ne peut pas prédire l'avenir. Je pense qu'il ne faut pas s'attendre à une invasion de l'Iran comme l'Irak en 2003 avec des dizaines de milliers de boys. C'est pas un scénario qui semble probable aujourd'hui. Après, des forces spéciales pour des cibles particulières, que ce soit l'uranium qu'on évoquait tout à l'heure, peut-être cette île pétrolière, c'est pas impossible. D'ailleurs, encore une fois, je parle sous le contrôle de Vincent qui connaît ça beaucoup mieux que moi, mais il n'est pas tout à fait impossible qu'il y ait quelques unités des forces spéciales qui soient déjà. Au territoire iranien, du côté de la frontière ouest, à mener des opérations de repérage. Et peut-être pour guider également d'éventuelles frappes. Peut-être pour guider des frappes ou pour préparer le terrain aux forces kurdes qui sont localisées en Irak pour l'instant. Voilà, je ne m'attends pas à ce stade en tout cas, mais on peut être démenti dans les prochains jours, prochaines semaines, à un déploiement massif pour tous les risques politiques notamment qu'on a évoqués eu égard aux élections de mi-mandat de Donald Trump. On voit ces images, il ne s'agit pas d'images prétextes, mais bien des images tournées ce matin à Téhéran, dans la banlieue, suite aux nombreuses frappes israéliennes contre des dépôts, contre des raffineries. Merci beaucoup Siavosh Ghazi d'être avec nous, correspondant de RFI et de France 24. Vos informations sont précieuses. Je ne sais pas si vous avez entendu Siavosh tout à l'heure sur le plateau, quelques experts annonçaient qu'il s'agissait d'une nouvelle phase pour Israël, frapper l'Iran au portefeuille, essayer de couper une source importante de revenus en frappant le pétrole. Est-ce que c'est cette analyse que vous faites ou est-ce que vous avez d'autres éléments à nous donner ?
Écoutez, pour l'instant, ce qui est visé, ce sont des dépôts de carburant qui sont visés. Donc, ça touche pas le portefeuille du pouvoir, ça touche plutôt des particuliers, donc ceux qui ont besoin de l'essence pour se déplacer ou pour fuir Téhéran, puisque ces dépôts de carburant donc fournissaient donc la capitale iranienne, mais aussi la ville de Karaj, qui est située à 50 km à l'ouest de Téhéran, donc en carburant, donc pour les automobilistes. Et donc, conséquence immédiate, c'est qu'il y a une réduction, un rationnement de l'essence. Jusqu'à maintenant, depuis le début de la guerre, on pouvait mettre à chaque fois qu'on passait à la station d'essence 30 litres d'essence à chaque fois. Et maintenant, depuis ce matin, depuis les frappes de la nuit dernière, c'est limité à 20 litres. Il n'y a pas d'arrêt complet de l'approvisionnement, mais donc une réduction importante, ce qui veut dire que les Iraniens de tous les jours auront de plus en plus de mal à se déplacer, notamment pour fuir la capitale iranienne. Alors, les installations pétrolières de production n'ont pas été touchées pour l'instant. Oui. Alors, Siavosh, justement, je voudrais avoir votre sentiment. Pourquoi faire ça pour éviter que les Iraniens fuient la capitale, pour qu'ils restent dans la capitale? Quel est le but, selon vous? Écoutez, il faut demander ça aux responsables israéliens. Mais ce qu'on ressent ici, c'est que depuis 2-3 jours, de plus en plus d'infrastructures civiles sont visées de manière délibérée. Par exemple, des usines pharmaceutiques sont visées. L'Iran produit 80% de ses médicaments et importe le reste depuis l'étranger. Mais quand les usines pharmaceutiques sont visées, ça veut dire que dans quelques mois, il va y avoir une pénurie de médicaments. Et ça va pas toucher le pouvoir, ça va toucher directement la population. Ou alors, par exemple, quand il y a eu des frappes contre 2 complexes autoroutiers avec des restaurants, des gens se trouvaient à l'intérieur. Alors pourquoi frapper des complexes autoroutiers? Ça aussi, c'est des questions qu'on se pose. Ou alors, par exemple, quand il y a une quarantaine de commissariats qui ont été visés à travers le pays, dont 10 à Téhéran, et là, à chaque fois autour, il y a des bâtiments, des immeubles résidentiels, et aussi des écoles ont été frappées, des hôpitaux également, et des écoles dans la ville de Razvin, une école de jeunes garçons a été frappée. Enfin, à côté, il y a eu une frappe à côté, et un des écoliers a été tué, et aussi l'école de Minab, où le premier jour des frappes, il y a eu 165 morts, dont 15 donc enseignants et 150 écolières qui ont été fauchées dans une seule frappe contre cette école dans une ville du sud de l'Iran. Siavosh, ne partez pas trop loin parce qu'on voudrait dans quelques minutes parler de succession. Il semblerait que le pouvoir ait désigné aujourd'hui le guide suprême. Des noms circulent, on ne les donne pas, rien n'est vérifié. On voudrait savoir d'ailleurs avec vous si il y a une confirmation officielle ou pas. On va se retrouver dans quelques instants, mais est-ce que vous avez la réponse à ma question? Pourquoi frapper l'appareil iranien? Je pense que c'est pour les retombées que ça peut avoir sur la population et son mécontentement et peut-être... Soulever le peuple. Oui, parce que le peuple, de toute façon, est en soulèvement, comme vous le savez. Mais là, c'est sûr que sous les bombardements, elle ne peut pas s'exprimer, elle ne peut pas sortir. Mais pour revenir à votre question précédente, pourquoi envoyer est-ce qu'ils vont envoyer des commandos au sol? C'est que l'ambiguïté stratégique fait que chaque jour, on est concentré sur une question différente. Hier, on parlait des Kurdes. Or, aujourd'hui, il a balayé d'un revers de la main la question des Kurdes. Donc voilà, on est un petit peu désarçonné par rapport à l'ambiguïté. Je vous comprends. C'est très difficile de suivre cette actualité si l'on n'écoute que Donald Trump. C'est bien pour ça que nous nous retrouvons sur ce plateau en général et avec nos correspondants pour essayer de comprendre ce qui se passe.